Hello there. Petite Skywalker et petit Organa, sans oublier les grands Sith, comment allez-vous? Alors, d'après vous, c'est Dark Sidious, Moff Gideon ou Thrawn le grand méchant de la saison 3? Votre réponse dans les commentaires. Bref, revenons sur le troisième épisode de la saison 3 de The Mandalorian avec toutes les explications concernant la Nouvelle République, de ses dirigeants à sa chute, en passant par les Jedi, et c'est juste après ça. Let's go! L'épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian a finalement donné aux téléspectateurs leur premier aperçu de la vie sous la Nouvelle République. La guerre entre les côtés clairs et obscurs de la Force fait rage à travers la galaxie depuis des millénaires. Il y a un sens dans lequel les différentes formes de gouvernement représentent parfaitement les différents aspects de la Force. Les Sith ont tendance à mettre en place le pouvoir en établissant des empires, tandis que l'ordre Jedi existe sous une forme de symbiose avec les républiques démocratiques. La défaite de l'empereur Palpatine dans le Retour du Jedi fut bientôt suivie de l'effondrement de l'Empire, en partie à cause des propres plans d'urgence de l'empereur. Malheureusement, la chute de l'Empire n'a été qu'une brève brèche dans l'histoire galactique, si brève que la vie sous le successeur de l'Empire, la Nouvelle République, n'a pas encore été explorée en profondeur dans le canon de Star Wars. Tout cela a commencé à changer un peu dans la saison 3 de The Mandalorian qui présentait une vaste intrigue secondaire sur la ville-planète de Coruscant, autrefois la capitale galactique. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Nouvelle République. La mort de l'empereur a été un tournant dans l'histoire galactique, et l'Alliance rebelle en a profité. Les chefs de la rébellion se sont rapidement réorganisés pour établir un nouveau gouvernement, initialement rivalisant avec l'Empire. La Nouvelle République. Le conflit s'est intensifié à travers la galaxie, l'Empire lançant des attaques potentiellement génocidaires contre des mondes qui ont fait sécession à la Nouvelle République. Mais l'Alliance les a défendus. La Nouvelle République a été officiellement fondée un an après la destruction de l'Étoile de la Mort à Endor, et elle a d'abord revendiqué Chandrila comme sa capitale, le monde natal de Mon Mothma, qui a été élue première chancelière de la Nouvelle République. Les premiers jours de la Nouvelle République sont relatés dans la trilogie Aftermath de Chuck Wendig qui raconte comment la Nouvelle République a poursuivi les seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Mais finalement, l'objectif de Mon Mothma a toujours été de mettre fin à la violence et à l'effusion de sang. Au début, cela semblait un objectif impossible, les attaques impériales se poursuivant en raison des ordres apparemment posthume de l'empereur Palpatine. Cela a abouti à une bataille dans le ciel de la planète de Jakku, un monde que Palpatine avait truqué pour exploser. Cependant, les agents de la Nouvelle République ont réussi à désamorcer la bombe de la taille d'une planète. L'Empire a été mis en déroute, les loyalistes de Palpatine fuyant vers les régions inconnues où ils se regrouperont en tant que Premier Ordre. Mais Mas Amedda, un membre clé de la cour de Palpatine, a signé prématurément la Concordance Galactique, un traité de paix qui a mis fin à la guerre civile galactique. La République était dirigée par un chancelier élu, en l'occurrence une chancelière, Mon Mothma, ayant occupé ce poste pendant des années. Le Sénat de la République s'est d'abord réuni sur Chandrila, mais a commencé à se déplacer à travers la galaxie après une attaque terroriste impériale. Différents mondes devenant la capitale temporaire. En fin de compte, le Sénat de la République s'est installé sur la planète Ostian Prime. Bien que Mon Mothma ait cru qu'un ordre Jedi restauré était essentiel pour la stabilité galactique, en fait, elle n'a pas fait pression sur Luke Skywalker pour faire des Jedi une partie officielle de la République. Le temple Jedi de Luke a été établi sur Ossus, un monde éloigné, loin de l'agitation du noyau galactique. Lui et Mon Mothma tenaient à s'assurer que les Jedi ne devenaient pas politisés et ils avaient droit à une grande indépendance. Leia Organa a naturellement poursuivi sa carrière de sénatrice dans la Nouvelle République, représentant les réfugiés d'Alderaan dispersés à travers la galaxie. Elle est devenue l'une des alliées politiques les plus importantes de Mon Mothma et a fait campagne sans succès pour le poste de chancelière, lorsque Mon Mothma a finalement pris sa retraite. Son mari Han a retiré son grade de général, préférant ne pas s'impliquer dans la politique.
Mon Mothma n'a pas perdu de temps à s'aborder l'ancienne flotte impériale et à mettre hors service la flotte de l'Alliance également. En tant que sénatrice de l'ancienne République, elle s'était opposée à la création de l'armée avant les horreurs de la guerre des clones. Bien qu'elle n'ait aucun problème avec les planètes se défendant, elle considérait la militarisation de la galaxie comme une menace dangereuse pour la paix. J'ai vu la guerre, a-t-elle annoncé dans un discours très médiatisé. Je connais sa forme, je connais sa marge, mais je ne serai jamais à l'aise avec ça. La guerre doit bientôt s'arrêter. Nous ne pouvons pas continuer à la combattre. Il est important de se rappeler que Mon Mothma ne savait pas que Palpatine avait survécu ou que l'Empire se rassemblait dans les régions inconnues. Pourtant, les saisons 1 et 2 de The Mandalorian ont fortement suggéré que son espoir de paix, en fait, c'était de la naïveté politique. La Nouvelle République se méfiait du pouvoir centralisé, ce qui signifiait que les mondes membres étaient largement autorisés à s'autoréguler. Cela s'est avéré être une sorte d'erreur, car de nombreuses planètes ont maintenu le mode de vie impérial. Coruscant n'était plus la capitale galactique, mais était historiquement importante, et l'épisode 3 du Mandalorian suggérait que la vie sur la ville-planète était à peine différente de celle de sous l'Empire. En dehors du noyau galactique, les choses étaient très différentes, l'esclavage a été interdit et la législation répressive de l'Empire envers les espèces non humaines a été abrogée. La Nouvelle République est devenue connue pour la liberté et la liberté de nombreuses personnes à travers la galaxie. Au fil des décennies, la sénatrice Leia Organa en est venue à croire que la tentative d'intégrer les anciens gouvernements impériaux dans la République avait été une erreur. Non seulement ces gouvernements s'étaient accrochés à leurs coutumes impériales, mais ils avaient également formé un bloc politique puissant pour les pousser dans le reste de la République. Bien que Leia ne s'en soit pas rendu compte, ils étaient en fait l'aile politique d'une résurgence impériale. Elle regardait la montée du Premier Ordre. Leia n'a pas pris conscience de l'ampleur de la menace qu'après une tentative infructueuse de devenir chancelière, qui a été rejetée en raison d'un complot. Elle a alors quitté la politique, s'appuyant sur de vieux amis et alliés pour créer un mouvement de résistance contre les ténèbres qu'elle sentait grandir à travers la galaxie. Et les instincts de Leia se sont rapidement avérés corrects, de nombreux mondes impériaux faisant sécession de la Nouvelle République et formant le Premier Ordre. Son mouvement de résistance a rapidement répondu en s'armant, mais la Nouvelle République, réticente à reprendre la guerre, refusa de suivre son exemple. Ce sera une erreur fatale. Un nouveau statu quo difficile s'est développé dans la galaxie Star Wars, dans lequel la République s'est accrochée aux idéaux pacifistes alors même que le Premier Ordre se préparait à la guerre. Enfin, comme on le voit dans Star Wars Le Réveil de la Force, le Premier Ordre a activé sa super arme et détruit la capitale de la République, Ocean Prime. Cela a été suivi d'un blitzkrieg alors que les flottes qui avaient parcouru la galaxie à travers les régions inconnues ont barricadé des systèmes planétaires entiers. La résistance a lancé une puissante contre-attaque, détruisant avec succès la base Starkiller, mais ils ont rapidement été contraints de fuir. La République est tombée à une vitesse effarante et pendant un an, le Premier Ordre a régné sur la galaxie. Maintenant, venons-en à l'officier Elia Kane. Elle s'est présentée comme une ancienne impériale passant par le programme d'amnistie de la Nouvelle République et, comme le docteur Pershing, elle avait servi sur le navire de Moff Gideon. Au cours de l'épisode 3, elle a manipulé le docteur Pershing pour qu'il lui fasse confiance, puis l'a accusé d'avoir succombé à la programmation impériale. Cela garantissait qu'il finirait par être soumis à un processus de déconditionnement qu'elle pourrait manipuler, écorchant son esprit. Le discours précédent de Pershing annonçait le retour de Palpatine en tant que clone. Il est donc facile de comprendre pourquoi l'Empire voudrait qu'il soit réduit au silence, ou de son côté. Et oui, alternativement, le processus auquel le Dr Pershing a été soumis a peut-être réécrit son esprit. Il semble similaire à celui vu dans Star Wars The Bad Batch saison 1, où la technologie a été utilisée pour réécrire l'esprit du clone Crosshair. Et Elia Kane a peut-être restauré la loyauté du Dr Pershing envers l'Empire. L'épisode 3 n'indique pas vraiment pour qui Elia Kane travaille ou si elle est un agent de Palpatine lui-même. La musique accompagnant ces scènes, évocateur des Sith, peut indiquer ce dernier. Palpatine aurait le plus à gagner de la recherche sur le clonage du Dr Pershing. Il serait donc logique qu'un agent efface l'esprit du Dr Pershing ou sécurise à nouveau son allégeance. Star Wars The Rise of Skywalker a montré que certains anciens impériaux, comme le général Pryde, travaillaient pour Palpatine en secret, donc Kane pourrait être un autre de ses agents.
Il est également possible qu'Eliaken travaille toujours pour Moff Gideon, qui aurait échappé à la Nouvelle République. Dans ce scénario, Moff Gideon dissimule ses propres expériences, qui peuvent ou non concorder avec celles de l'Empereur, et dans ce scénario, les agents de Moff Gideon recommenceront sans aucun doute à poursuivre Din Djarin et Grogu, étant donné que Grogu était clairement si important pour ses plans. L'Empire a déjà refait surface dans la saison 3, bombardant la forteresse de Bo-Katan, de sorte que l'Empire est clairement toujours une force avec laquelle il faut compter. Et donc, cette nouvelle république, ce n'est qu'un écran de fumée pour le Premier Ordre qui est déjà en train de penser à faire revenir son empereur. Et bah comme ça fait plaisir de voir la vie après l'Empire avec Coruscant et ses habitants tranquilles, en train de manger des petites glaces, tranquilles, et toucher la montagne. Vous imaginez chez nous, à notre planète, si on irait comme ça, toucher le mont Everest, juste, ça serait marrant. Perso, j'ai adoré l'épisode 3, car il a révélé trop de trucs, c'était dingue. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.